Donc j'aimerais ensuite passer... Je vois mon confrère est debout. Yes, please. Le président, oui, allez-y. Ces documents, dans la mesure où ils ont été utilisés par le témoin pour rédiger son rapport, la moindre des choses, ce serait de lui montrer pour vérifier que c'est bien les bons, ou alors de procéder par le dépôt d'une requête sur les paragraphes 43 et 44, mais là, je ne comprends pas la nature de la requête à ce stade. Merci. Your Honor, the doc- Monsieur Demijan, les documents sont mentionnés avec leur ERN dans le rapport. L'expert nous a dit qu'il les avait vus. Nous n'allons pas perdre du temps et les montrer les uns après les autres. Le président, effectivement, pas de perte de temps. J'aimerais... D'accord, nous les versons. Logique. Il nous en reste 3. Alors le premier que j'aimerais regarder, en fait, c'est un mémorandum interne avec le ERN 0042 0439. C'est le numéro 8 dans notre liste, sur notre liste. Pardon. Très bien. Si on peut aller au haut de la page. Docteur Baccar, vous voyez qu'il s'agit d'un rapport du 5 mars 2013. Est-ce bien votre nom et votre signature? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, le sujet est une visite du cimetière municipal d'Abobo les 29 novembre et 3 décembre 2012. Et dans la première partie de votre mémorandum, donc dans les premiers paragraphes, vous traitez d'une visite pour chercher la tombe de Bamba Nachami avec le président de l'association des femmes martyrs d'Abobo. Alors tout d'abord, pourriez-vous nous dire comment vous êtes rentré en contact avec cette personne? J'étais accompagné d'une enquêtrice et tout a été organisé par l'enquêtrice. Très bien. Et donc, quel était le but recherché de cette visite? Comme je l'ai dit précédemment, la décision de déployer une mission sur le terrain est précédée d'une phase d'évaluation. Nous étions dans ce contexte où il s'agissait premièrement, de confirmer la localisation de la tombe où se trouvait enterrée cette jeune fille, et deuxièmement, d'évaluer les difficultés techniques d'accès ou de taille ou de profondeur qui nous auraient demandé une préparation particulière. D'accord. Et donc, vous notez sous le point 1.2, deuxième tiret, qu'il apparaissait que M. Bamba avait des difficultés à localiser la tombe de sa fille. Est-ce que vous pouvez peut-être nous décrire un petit peu comment étaient organisées les tombes à ce cimetière durant votre visite? Oui, certainement. C'est un cimetière qui est de très large étendue, qui ne correspond absolument pas au cimetière que nous connaissons en Europe ou en Amérique du Nord ou ailleurs.
Il y a quelques allées qui ne sont pas goudronnées. Et dès qu'on s'éloigne de ces voies d'accès principales, ce sont des sentiers qui conduisent à des emplacements qui sont noyés dans la végétation. Certaines tombes sont identifiées avec des pancartes funéraires, en général portant le nom, la date du décès et la date d'inhumation, mais la majorité, non. L'autre difficulté est que s'il existe un registre, ce registre ne mentionne pas de localisation, ce qui fait qu'il ne pouvait être d'aucune aide. Enfin, lors de la discussion que nous avions eue avant de nous déplacer sur site, M. Bamba nous avait indiqué ne pas avoir été témoin de l'enterrement de sa fille, et en outre d'avoir constaté, lorsqu'il était venu plusieurs mois après, que la plaque funéraire qui aurait marqué l'emplacement de cette tombe avait disparu. Ce qui fait qu'il nous avait conduit à différents endroits qui sont énumérés dans mon rapport, mais ces endroits n'étaient pas compatibles avec la date, puisque les plaques funéraires étaient de date soit très antérieure, soit très postérieure. Donc il avait changé. Il nous avait dit ensuite, il avait indiqué un autre endroit. En ce qui me concerne, il n'y avait pas de... Comment dire, avec ce niveau d'information, de renseignement, il était exclu de lancer des exhumations. On n'allait pas exhumer plusieurs tombes sans avoir au moins une orientation précise sur l'endroit où se trouvait cette sépulture. Très bien, donc ce jour-là, il n'y a pas eu d'exhumation, c'est ce que vous venez de nous dire. Il n'y a pas eu de décision d'exhumation. Les éléments étaient insuffisants pour recommander une exhumation. L'enquête avait besoin de progresser. Très bien. Ensuite, vous avez une seconde visite, si on tourne la page à la page suivante. Donc cette première visite était le 29 novembre, vous retournez le 3 décembre. Et vous expliquez que vous êtes retourné pour évaluer 2 sections de ce cimetière où des victimes non identifiées auraient été inhumées. Pouvez-vous peut-être nous expliquer le but recherché de cette deuxième visite et de l'évaluation de ces 2 sections? Effectivement, ceci faisait suite au rendez-vous que nous avions eu avec les représentants des 2 compagnies funéraires d'Abidjan, Ivosep et Interfu. Il y avait eu des inhumations qui avaient été réalisées dans un endroit appelé Carré des Indigents. Il y avait 2 carrés des Indigents, un carré des Indigents Ivosep et un carré des Indigents Interfu. Le carré des Indigents Ivosep était susceptible de contenir les corps de victimes tuées lors de la marche des femmes d'Abobo du 3 mars. Il y avait eu en effet une panne des chambres froides, l'hôpital, ce qui avait entraîné une dégradation très rapide et majeure des corps, ce qui avait conduit les autorités à décider d'une inhumation. Tous les corps avaient été mélangés et il y avait notamment un nombre très important de victimes non identifiées,
parmi ces corps. Et donc, le déplacement avait pour but de prendre la mesure, les dimensions du site, et de discuter aussi d'une stratégie pour évaluer s'il était possible de retrouver des victimes que nous recherchions. À la lecture des documents qui nous avaient été communiqués, notamment la liste des personnes admises dans cette morgue dont les appareils de réfrigération étaient tombés en panne, j'avais constaté qu'il s'agissait essentiellement de sujets de sexe masculin, pratiquement de façon extrêmement majoritaire. Et l'approche que j'avais suggérée à la cellule spéciale d'enquête et à mes collègues de l'Institut médico-légal, le coût d'un examen ADN sur plusieurs centaines de personnes enterrées aurait été faramineux. Donc il était préférable de procéder à un triage sur la base de critères anthropologiques. Le sexe, en effet, peut être déterminé très rapidement avec un examen visuel externe au niveau de la symphyse pubienne et différents critères du bassin, mais également de l'arrière du crâne. Sur cette base, il devenait logique de faire un triage entre, d'une part, des victimes de sexe masculin qui étaient réinhumées et des victimes soit de sexe féminin, soit non identifiées, dont le sexe n'était pas réellement identifié, et de faire des analyses ADN sur cet échantillon. Et c'est ce qui a été conduit par les autorités ivoiriennes et mes confrères de l'Institut médico-légal. Je vous remercie, Dr Bakar. Vous avez répondu à la plupart des questions suivantes que j'avais. Donc, juste une petite note ici au paragraphe 2.3. Vous indiquez que vous avez pris, que des photos ont été prises et sont en annexe à ce mémorandum. Ces photos ont été prises par qui? Je ne suis pas l'auteur de ces photos, je pense. J'étais accompagné, me semble-t-il, d'un enquêteur, comme toutes les missions, et ces photos ont dû être prises par l'enquêteur, sous réserve de confirmation, bien entendu. Très bien. En fait, à la page 1, vous indiquez que vous êtes en compagnie de Madame Yass. Juste un petit instant. On a le nom de l'enquêteur sur la première page, mais je ne nommerai pas la personne. Donc, j'aimerais passer à votre troisième rapport aujourd'hui, qui est le CIV OTP 0078 0542, numéro 9 sur notre liste. Très bien. Dr Bakar, le document est intitulé « Rapport médico-légal, prélèvement biologique en vue d'analyse génétique, incident du 3 mars 2011 ». J'aimerais qu'on passe à la page suivante, à la page 2. Donc, dans les premiers paragraphes, vous indiquez on vous a confié la mission de collecter des prélèvements biologiques en vue d'analyse génétique. Et donc, vous expliquez avoir pris part à ces deux missions, donc en 2014 et 2015. Donc, tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer quel était votre rôle spécifique au cours de ces missions? Mon
Mon rôle était tout d'abord de vérifier que les opérations d'exhumation et d'autopsie qui étaient conduites correspondaient aux standards que nous avons sur le plan scientifique. Et deuxièmement, d'amener aux opérateurs, aux deux experts, le matériel qui permettait de conditionner et de transporter dans les meilleures conditions de conservation possibles ces prélèvements. D'accord. Donc, dans l'introduction de ce rapport, vous indiquez que les autorités ivoiriennes ont procédé à l'exhumation de centaines de corps qui étaient inhumés dans une fosse commune du cimetière d'Abobo. Tout d'abord, est-ce que vous avez un ordre d'idée du nombre de corps exhumés? Il s'est avéré que le nombre de victimes exhumées dans ce carré des indigents dépassait amplement ce qui était annoncé à la lecture et à l'addition des documents que nous avions consultés. Les personnes qui étaient dans la morgue, dont les appareils de réfrigération étaient tombés en panne. Je crois qu'il y avait plus de 400 qui étaient annoncés, mais et je pense que le professeur Yapoété pourra être interrogé à ce sujet. Moi, j'ai eu la notion qu'il y avait plus de 700 victimes qui avaient été exhumées. Très bien. Au deuxième paragraphe de l'introduction, vous indiquez qu'un triage a eu lieu pour localiser les corps des victimes de sexe féminin. Est-ce que vous avez donc participé à ce triage? Vous avez expliqué tout à l'heure que vous avez suggéré ce processus. Est-ce que vous avez participé au triage? J'ai participé au premier jour de ce triage parce que ces opérations d'exhumation se sont prolongées dans le temps. Je voulais vérifier que les procédures standards étaient respectées et j'ai été tout à fait rassuré sur la qualification professionnelle de l'anthropologue qui était amené à faire ce diagnostic du sexe. Ensuite, il a fallu que je quitte parce que j'étais appelé sur une autre mission en République démocratique du Congo et donc je n'ai pas pu, bien entendu, assister à l'intégralité de ces exhumations. D'accord. Alors, au troisième paragraphe, vous expliquez que des échantillons ont donc été prélevés en mai 2014 et janvier 2015. Et suite à cela, vous discutez de la méthodologie. J'aimerais que vous nous clarifiez un terme. Si on peut descendre au bas de la page complètement, s'il vous plaît. La dernière phrase débute avec les corps. Donc les corps exhumés étaient en effet très dégradés et les prélèvements ont concerné, si on peut passer à la page suivante, au haut de la page. Voilà. Donc les prélèvements ont concerné notamment le tissu osseux et en général le tiers moyen d'une diaphyse fémorale. Pouvez-vous simplement clarifier le terme diaphyse fémorale, s'il vous plaît? La diaphyse est la partie d'un os long qui est situé entre les deux extrémités, c'est-à-dire en l'occurrence au niveau du fémur, le fût, l'espèce de cylindre qui constitue la cuisse. D'accord. Au paragraphe suivant, vous expliquez les instruments utilisés pour les prélèvements et vous expliquez que les échantillons ont été transportés dans un congélateur portable au laboratoire de génétique du NFI. Donc, qui a transporté ces échantillons au laboratoire du NFI?
C'est moi-même. J'ai été le gardien de ces éléments de preuve depuis leur collecte jusqu'à la remise au laboratoire de génétique du NFI. D'accord. Et donc, on parle de 2 missions ici en 2014 et 2015. Donc, quand est-ce que vous remettez ces échantillons au NFI? Je ne me souviens plus de la date exacte. Je crois qu'il s'agissait du 24. Il faudrait que je regarde mes notes. Attendez, on va y arriver. Peut-être que c'est ma faute. Je n'aurais pas dû vous poser la question de cette façon. Si on descend au bas de la page, alors vous voyez la date de la première mission ici, du 19 au 23 mai 2014. Alors, pour cette mission, quand est-ce que vous avez remis les échantillons au NFI? Je pense, mais il faudrait vérifier sur le récépissé de remise qu'il devait s'agir du 24 mai 2014. Je parle sous réserve de vérification du document qui doit être annexé. D'accord. Alors, pour cette première mission, nous voyons qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont présentes les 20 et 21 mai en salle d'autopsie de la morgue du CHU de Trècheville. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle joué par chaque membre de l'équipe présente? J'indique aussi qu'à la page suivante, il y a aussi une 5e personne, M. Jean-Marc Affian des services funéraires IVOCEP. Donc sur cette page, on voit les 4 premiers. Parmi ces participants, mon rôle était donc celui que j'ai énoncé précédemment, à savoir fournir le support technique en matériel, y compris des pinces pour extraire les dents que mes collègues ivoiriens n'avaient pas, fournir donc les tubes plastiques stériles, les sachets scellés, le congélateur. Le rôle de Monsieur Michael Peut-être ne pas dire le nom, mais voilà. simplement dire la prochaine personne. La prochaine personne était en charge des photographies. Le professeur Yapo était avec moi pour prélever. De même que l'autre médecin légiste, le docteur Jojo. Et quant à M. Affian, dont je pense que le nom peut être cité, il était là uniquement pour organiser le transfert des corps des containers réfrigérés à la salle d'autopsie. Je vous remercie. Si on descend un petit peu à la section B de cette page, donc on est à la page 4 maintenant. Là, nous parlons d'un prélèvement qui a eu lieu dans les locaux de la cellule spéciale d'enquête le 22 mai. Il y a 2 personnes. La première, je ne la nomme pas, puis ensuite vous avez Capitaine Touré. Est-ce que vous-même étiez présent? Je m'excuse, c'est prélèvement pas. Oui, d'accord. Alors, à nouveau, est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle joué par chacun de ces individus? D'après mes souvenirs, la convocation des familles avait été réalisée en coordination entre la personne dont on ne nommera pas le nom, le capitaine Touré, par l'intermédiaire aussi du président de l'association des femmes martyrs d'Abobo.
l'installation des sièges, de la réception des familles. Puis, je me suis adressé à l'ensemble des familles pour me présenter les personnes qui étaient présentes, expliquer ce qui était prévu, ce que nous nous proposions de faire, à savoir de collecter des cellules de la bouche par écouvillonnage, de façon à pouvoir comparer l'ADN qui était extrait de ces prélèvements avec l'ADN extrait des prélèvements collectés sur les cadavres, de façon à pouvoir identifier les personnes disparues. Et il a fallu bien entendu adapter le discours scientifique à ces parents de victimes. Il a fallu les rassurer, leur dire comment les examens allaient se passer. Et ces personnes ont consenti donc à ce que des écouvillons soient prélevés au niveau de leurs cellules buccales. Donc, au haut de la page, on a vu des prélèvements effectués sur 20 cadavres. Et en bas de la page, nous voyons des prélèvements que vous avez effectués sur des membres de famille de victimes. Si nous pouvons passer à la page suivante. Il y a maintenant une autre mission, cette fois-ci au mois de janvier 2015, au cours de laquelle vous effectuez des prélèvements à l'Institut médico-légal d'Abidjan ainsi qu'à la morgue du CHU de Treichville. Pouvez-vous nous expliquer les circonstances de cette mission ? Si mes souvenirs sont exacts, mais il faudrait que je me réfère sans doute à un autre rapport, des autopsies devaient être pratiquées par le professeur Yapoete et le docteur John Clark. Au cours de ces autopsies, des prélèvements ADN devaient être réalisés. C'était la raison de ma présence. Et il y avait aussi 2 autres corps. Alors, je pense que c'était des problèmes d'intendance qui avaient fait en sorte qu'il y avait 2 lieux de prélèvement. Très bien. Et même question que pour les 2 premières missions, ou bien les 2 premiers qu'on a vus tout à l'heure, quel était le rôle joué par les 6 individus listés ici? Bien entendu, par la deuxième personne, ça irait. Ça, juste un instant. Oui. Dans ce cas, la deuxième personne peut être nommée, puisque vous l'avez nommée tout à l'heure, puis que... Allez-y. Mon rôle, hormis celui de fournir le matériel et certains outils nécessaires à ces prélèvements, était donc d'assurer le conditionnement de ces prélèvements et d'aider le professeur Yapoete pour la réalisation de ces prélèvements. Il faut comprendre que prélever une languette d'os cortical sur un fémur, c'est assez physique. Il faut maintenir le fémur, il faut avoir l'habitude de faire cela. Ce n'est pas un geste qui est habituel à l'Institut médico-légal d'Abidjan parce qu'ils ne font pas de prélèvement ADN dans ce contexte.
Et donc, plusieurs personnes pouvaient participer à la collection de ces prélèvements. Ma collaboratrice, mademoiselle Zanetta, prenait des photos, prenait des notes. Le professeur Yapoete et le docteur John Clark participaient aux autopsies, faisaient les autopsies. Ils étaient aussi aidés par le docteur Jojo, notamment pour les informations d'ordre anthropologique. Je crois que le docteur Jojo faisait aussi la connexion avec le technicien d'autopsie qui lavait les vêtements, nettoyait les instruments. Merci. Mr. President, I see the time. I have about 20 minutes to have. Monsieur Demijan, il me reste à peu près 20 minutes et donc je le ferai un petit peu après la pause. Le Président, merci beaucoup. Nous allons faire la pause et nous nous retrouverons à 11h30. Merci beaucoup.